Bienvenue dans Hypermonde, l'émission des littératures de l'imaginaire pour 1001libraire.com. Aujourd'hui, nous partons pour des contrées rêvées, celle de la fantaisie. Et pas n'importe quelle fantaisie, la nôtre, la francophone. Alors je vous invite à ranger vos lourdes épées, vos runes, vos pentacles, vos anneaux magiques. Nous quittons les terres du milieu en direction de Brocéliande pour nous demander s'il existe une fantaisie française. Pour relever ce défi, à mes côtés, j'accueille tout d'abord Olivier Legendre. Bonjour. Bonjour Sylvie. Vous êtes libraire, spécialiste des littératures de l'imaginaire, et vous sévissez habilement à la librairie Soramps à Montpellier. Je n'ai pas dit d'erreur ? Pas de bêtises. Très bien. À nos côtés, également en direction de ces contrées, un autre guide à bord du cockpit, un guide hors pair pour explorer la fantaisie française, Jean-Philippe Jaworski. Bonjour. Bonjour. Vous avez écrit un recueil de nouvelles, Januavera, et également un roman, Gagner la guerre, tous les deux édités au Mouton électrique, et également aujourd'hui en édition de poche chez Folio SF. Nous en parlerons donc tout à l'heure. Messieurs, question importante, êtes-vous prêts à décoller en direction des hypermondes et à partir en quête de la fantaisie française ? C'est parti. C'est parti. Capitaine. Très bien. Alors en route. Bon, avant toute chose, nous allons attaquer bien sûr. Alors la question a déjà beaucoup plu à nos deux guides ici présents. Y a-t-il une fantaisie française ? Les débats ont déjà été animés avant même l'émission. Donc on va recommencer avec la question fondamentale que je vais poser au libraire, puisqu'il y est souvent confronté. Qu'est-ce que c'est la fantaisie ? Ça, c'est vache. La fantaisie, avant tout, la fantaisie, c'est une étiquette éditoriale pour aider les libraires à ranger des livres dans les rayons. Voilà. Plus précisément, dans l'esprit des gens, la fantaisie, c'est de grosses épées, de gros héros et des mondes magiques parallèles, secondaires, avec des anneaux enchantés et de terribles créatures qui veulent faire des croche-pattes à des hobbits. Plus généralement, la fantaisie prend ses sources dans les grandes mythologies anciennes, dans les gestes fondatrices essentiellement européennes. C'est un genre qui a beaucoup évolué de par le temps. On ne peut pas encore parler de fantaisie à l'époque. Par contre, à partir de deux auteurs fondateurs, à savoir Robert Howard avec Conan et Tolkien avec bien évidemment Le Seigneur des Anneaux, le genre a commencé à se structurer principalement dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pour atteindre sa maturité, on va dire, à partir de la fin des années 70. C'est un genre qui prend pour principe qu'un monde secondaire existe avec des vraies règles. La magie fait partie de ces règles, les dieux souvent font partie de ces règles. En gros, la fantaisie se différencie du fantastique. C'est comme ça qu'on peut, je pense, le mieux la cerner. Le fantastique, c'est quelque chose qui se passe dans notre monde avec un élément surnaturel qui est complètement déstabilisateur. Tandis que dans un monde secondaire, dans un monde de fantaisie, le surnaturel est fondateur. Il est vraiment constitutif du monde dans lequel se déroule l'action. Il est acquis. Il est acquis. Le personnage. C'est son monde, c'est son univers. Exactement. Les elfes existent. Voilà. Les trolls existent. Hélas. Hélas. Voilà. Donc la fantaisie doit, pour simplifier les choses, doit quand même beaucoup plus au merveilleux qu'au fantastique proprement dit. D'accord. Donc, voilà, on a une idée du genre. Et donc, aujourd'hui, en fait, la question qui nous amène de cette idée d'y a-t-il une fantaisie française, qui est, on va le dire évidemment, une fausse question, plus un sujet un peu polémique, mais c'était plus un regard aujourd'hui sur justement une production éditoriale, voilà, qui correspond bien à l'idée que vous dites, voilà, la fantaisie, c'est une étiquette, de la même manière qu'aujourd'hui, quand on est lecteur, on a lu Tolkien, il y a une dominante aujourd'hui sur les mondes avec magiques, surchargés, des héros peut-être fantastiques, ou voilà, un peu rêvés. Et finalement, il y a quand même dans cette production autre chose. Je trouvais intéressant peut-être aujourd'hui de dire qu'est-ce qui se dégage dans la production éditoriale, qu'est-ce qui se dégage sur les tables des librairies, et peut-être ce qu'attend un petit peu le lecteur et vers quoi l'amène le libraire, chez Soramps par exemple.
Alors, ce qui se dégage avant tout, c'est la fantaisie anglo-saxonne. Et principalement, alors dans toutes les étiquettes, il y a des sous-étiquettes, principalement ce que les lecteurs appellent la high fantasy, c'est-à-dire en gros ce qui est hérité de Tolkien. C'est un territoire bien balisé qui est vraiment, je pense, surreprésenté dans les rayons. Pour en venir à la question de la fantaisie française, il y a bien sûr une fantaisie d'expression française. Je ne pense pas qu'il y ait de fantaisie spécifiquement française. Pour une simple raison, c'est que la majorité des auteurs arrivent maintenant, depuis quelques années, et ils arrivent dans un domaine qui est déjà construit, qui est déjà structuré, qui a déjà ses guides et ses repères, et ils profitent de ce qu'ont pu baliser leurs prédécesseurs anglo-saxons. Donc, il y a une fantaisie française. Elle est largement sous-représentée dans les rayons à l'heure actuelle. D'autant plus sous-représentée qu'il n'y a pas vraiment parmi les éditeurs de gros défricheurs. Il y a peu d'éditeurs qui proposent un espace éditorial aux jeunes auteurs. À ce titre, on regrette beaucoup l'absence des rayons d'un éditeur qui existe pourtant toujours, qui s'appelle Nestive Nen, qui a fait un énorme travail pour les auteurs débutants essentiellement dans les années 90. Il semblerait que les éditions Mnemos reprennent un peu le flambeau ces derniers temps, en proposant des auteurs comme Laurent Gidon, comme Charlotte Bousquet, plus récemment Sam Neill, Paul Béorn, Christine Cardot. Enfin, il y a beaucoup de gens qui arrivent chez Mnemos, donc affaire à suivre. D'accord. Et il y a aussi des auteurs comme Jean-Philippe Jaworski. Hein. Ah bon, voilà. Où ça? Je ne sais pas. Mais oui, peut-être anticiper justement sur cette présence. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des auteurs français. Oui, on va en parler. Et Jean-Philippe, vous en connaissez aussi. Vous en avez peut-être lu pas mal. Oui, j'en ai lu quelques-uns en tout cas, puis j'en lis en ce moment d'ailleurs. Oui. Pour revenir sur ce que vous disiez, Olivier, à propos de la fantaisie française qui est en fait structurée par la fantaisie anglo-saxonne, je suis tout à fait d'accord. Hein. La fantaisie à l'origine est anglo-saxonne. Il y a d'ailleurs deux fantaisies, une fantaisie qui est plutôt américaine et pulp, qui est influencée par Howard, et une fantaisie qui est plus littéraire et qui nous vient d'Angleterre. Mais je ne trouve pas pour autant que ce soit si handicapant pour une identité française de la fantaisie. Non, au contraire. Ce ne serait pas la première fois, en fait, qu'on aurait un courant ou un genre qui nous vient de l'étranger et puis qui est repris et qui se singularise en France. Là, je prends des exemples qui sont plus anciens, qui n'ont rien à voir, a priori, avec les littératures de l'imaginaire, mais la poésie française du XVIe siècle, ça nous vient d'Italie, c'est le pétrarchisme. Le romantisme, ça nous vient d'Angleterre et d'Allemagne, et ça n'a pas empêché l'expression d'une identité française. Et j'ai le sentiment qu'on a des auteurs français qui sont assez singuliers, assez originaux, qui établissent des variations sur ce qui existe déjà, mais qui sont quand même spécifiquement français par leurs références ou peut-être par leur imaginaire. Mais alors, qui sont-ils? Où se cachent-ils alors derrière la production américaine pleine de testostérone ou sinon les hobbits poilus qui ont moins de testostérone mais qui sont vaillants? Alors, une petite idée, Olivier, peut-être, pour nous guider? Qui sont-ils? Ils sont très très nombreux. On n'aura malheureusement pas le temps de les citer tous. Non. Ni même de parler de toutes leurs œuvres, évidemment. Alors, il y a beaucoup d'auteurs français qui sont l'auteur d'un seul roman de fantaisie. Il y en a beaucoup. Oui, mais s'il n'y en a qu'un, peut-être que c'est une réussite. Voilà, il faut... Par exemple, Francis Berthelot, qui en 83, il me semble, a un petit peu secoué le landerneau de la fantaisie quasiment inexistante française à l'époque, avec un roman qui s'appelle Canaor, qui est le portrait d'une terre qui se déchire, en fait, un royaume soumis aux quatre éléments, qui est au bord de la guerre civile et où la volonté de quelques-uns va faire basculer les choses. Berthelot s'intéresse beaucoup ce sont des personnages secondaires, ce ne sont pas les politiciens, il n'y a pas de héros, ce sont des gens normaux qui se promènent sur cette île et dont le destin va peut-être réussir à redresser les choses. C'est une fantaisie très sensuelle, très poétique. Aujourd'hui, on dirait peut-être que ça flirte avec le New Age. En fait, c'est, je pense, un roman qui a marqué énormément l'imaginaire de beaucoup d'auteurs à l'heure actuelle. Ça s'appelle Canaor, de Francis Berthelot.
Oui, déjà, on sent des distinctions, peut-être une volonté de se démarquer, justement, ou peut-être le charme latin des Occidentaux, avec un peu de sensualité, ou je sais pas. Bon, je suis pas sûr que la volonté de se démarquer soit là, mais en tout cas, la volonté de faire quelque chose qui soit personnel, oui. Et de s'approprier donc Voilà. le genre. Donc Berthelot a un peu ouvert le bal et montré le chemin à d'autres auteurs. Oui, depuis Berthelot, il y en a eu beaucoup d'autres. Il y a eu un gros hiatus quand même depuis 1983. Alors, il y a eu des œuvres, évidemment. On va sauter directement jusque dans les années 90 avec un ouvrage qui a beaucoup fait parler de lui, c'est Les Confessions d'un automate mangeur d'opium de Fabrice Collin et David Calvo. Deux auteurs qui viennent du jeu de rôle, on a oublié d'en parler de ça. Mais, on en parlera. Beaucoup des auteurs de fantasy française sont nés de la génération Donjons et Dragons, de la génération jeu de rôle. C'est, je pense, pour ça qu'on les voit arriver après le gros succès de Donjons et de Cthulhu, de l'appel de Cthulhu, qu'on va situer à peu près à la fin des années 80. Donc ça explique aussi cette pléthore d'auteurs soudaines. Fabrice Collin et David Calvo, donc avec ses Confessions d'un automate mangeur d'opium, s'approprient un genre qui a été inventé par les Américains en réaction au cyberpunk, donc la branche très informatisée de la science-fiction, que quelques auteurs, voulant faire une blague au départ, ont appelé le steampunk, et qui se voulait au départ une science-fiction passéiste, c'est-à-dire une science-fiction sans technologie ou avec une technologie très différente de la nôtre, et qui du coup s'apparente beaucoup en fonction de la sensibilité des auteurs qui se l'approprient à la fantaisie. Et Les Confessions d'un automate mangeur d'opium, eh bien, c'est une intrigue policière dans un monde qui ne connaît pas l'électricité, qui fonctionne à la vapeur, qui est vraiment à la fois drôle par le décalage qu'il transmet, enfin à la fois drôle par le décalage de son univers, et assez oppressant également, puisqu'on imagine bien ce que le monde aurait pu devenir si la révolution industrielle ne s'était pas passée comme elle s'est passée. Ça, c'est un roman qui a fait beaucoup de bruit à l'époque. Depuis, on a eu d'autres auteurs. Un auteur qui est malheureusement passé assez inaperçu, je trouve ça dommage, c'est Denis Duclos avec son cycle de l'Ancien Futur, ou Long War, l'Archipel Monde, il y a les deux appellations. C'est une fantaisie qui prend racine dans notre monde, qui se déroule sur un archipel oublié, qui a été caché aux explorateurs par un maelstrom perpétuel qui l'entoure. Et sur cet archipel, il va trouver vraiment un monde secondaire, un monde magique, très différent du nôtre, mais qui a également des liens épisodiques. Donc on commence là aussi à ancrer vraiment la fantaisie dans notre monde. Ça, c'est quelque chose qui s'est développé assez tard dans le courant de la fantaisie, le fait d'avoir non pas un monde complètement séparé, mais un monde qui puisse présenter des passerelles. Denis Duclos évoque beaucoup à la lecture le réalisme magique des auteurs sud-américains. Il a une langue très riche, très charnelle, très sensuelle. C'est pas forcément, ça plaît pas à tout le monde, mais c'est quelque chose qui vaut vraiment le détour. Difficile aussi de ne pas évoquer Pierre Bordage. Oui, là, on allait commettre un impair important, même s'il n'a produit qu'une seule série de fantasy, exactement. Une trilogie comme il se doit, puisque Pierre Bordage fait davantage de science-fiction et de fantastique. Mais sa série L'Ange mineur est assez intéressante. Elle se passe chez nous, dans notre monde, au moment de la Révolution française. Et essentiellement chez lui, c'est-à-dire en Vendée. Donc on a un tableau historique qui brosse le portrait d'une époque pour le moins troublée, des deux côtés de la barrière idéologique. La Vendée royaliste, le Paris révolutionnaire, et au milieu des personnages qui sont pris dans la tourmente, et essentiellement un héros qui est un enfant trouvé qu'on soupçonne être fils de fée et qui va être notre guide dans cette vision de l'histoire de la Révolution française qui n'est pas aussi réaliste que... Oui, les auteurs français aiment bien s'amuser avec l'histoire. C'est un référent récurrent et majeur. Et ça, Jean-Philippe Jaworski, je pense, ne va pas nous contredire en termes d'influence sur l'histoire. Et la possibilité, finalement, d'introduire des éléments magiques pour le troubler, le perturber et donner un autre cours à l'histoire.
Mais pour le coup, là, j'y vois une influence lointaine du romantisme. Oui. Parce que c'est le romantisme qui a lancé aussi bien le roman historique que le fantastique, alors même si la fantaisie n'est pas du fantastique, mais on va trouver déjà chez certains auteurs romantiques, je pense à Victor Hugo en particulier, un mélange entre le roman historique, l'imaginaire chevaleresque et le merveilleux. Donc là, je crois qu'on a une racine qui est vraiment spécifiquement romantique, qui affleure dans la production d'un certain nombre d'auteurs français. Je pense que la prépondérance des romans de Dumas aussi dans l'imaginaire français y est pour beaucoup dans cette tendance historique. Ça me semble assez net chez Pierre Pevel, par exemple. Oui. Et après, donc, je trouve que ça manque de femmes, en fait, cette présentation. Elles écrivent, hein, elles ont beaucoup de talent. Mais que se passe-t-il ? Il y en a plein qui écrivent de la science-fiction. Voilà, pas seulement. Il y a Sylvie Denis qui a produit un roman de fantasy qui s'appelle Haute École, qui est vraiment très intéressant, qui est très satirique, hein, qui est un roman social. Peut-être même avant d'être un roman de fantasy, où la matière première, où la main-d'œuvre sont les mages. Les mages, alors il y a évidemment des mages qui surnagent, des mages doués et courtisés, qui ont des places enviées au sein de son royaume. Mais la majorité des gens qui naissent avec un talent magique dans le monde de Sylvie Denis se retrouvent vraiment utilisés de manière industrielle. On a des mages qui sont doués pour ouvrir des portes, qui sont enchaînés à des portails. On a des mages qui sont doués pour faire tourner des roues, qui sont enchaînés à des moulins. Et évidemment, on a des mages qui n'ont pas envie d'être enchaînés nulle part et qui vont se révolter contre le système. Donc on n'est pas chez Harry Potter, hein, malgré l'école de magie dans laquelle se déroule la majorité de l'intrigue. C'est un roman qui mérite d'être lu, je pense. Et puis on a Catherine Dufour, qui symbolise quasiment à elle toute seule la veine humoristique de la fantaisie en France, avec son cycle intitulé sobrement « Quand les dieux buvaient ». Voilà. Là, la situation est très simple. Catherine Dufour doit beaucoup à Terry Pratchett, grande figure de la fantaisie humoristique et satirique anglaise. Donc elle part du principe que la Terre, au départ, était plate et qu'il s'y passait beaucoup de choses féeriques. Et puis un jour, Dieu, qui avait vraiment trop bu, en a eu ras-le-bol de l'humanité, il a chopé la Terre, il l'a chiffonnée, il en a fait une boule, il l'a jetée derrière lui, et puis il s'est barré. À partir de là, les choses ont commencé à vraiment mal tourner, d'autant plus que Blanche-Neige a décidé que le poste de dictateur du monde lui conviendrait bien. Ça ne convient pas à tout le monde, alors le petit chaperon rouge, Podane et Cendrillon décident de partir partant en quête du prince charmant, vont se retrouver confrontés à la terrible Blanche-Neige. Ça, c'est le départ de son cycle qui s'amuse beaucoup par la suite, qui évolue dans le temps. On en arrive à avoir de la fantaisie, on va appeler ça de la fantaisie cyberpunk, puisqu'une bonne partie se passe sur le web, dans les romans suivants. Elle a commis aussi une préquelle ou un tome -1, qui est une délicieuse parodie du Seigneur des Anneaux. Enfin, ça serait vraiment dommage de passer à côté de Catherine Dufour quand elle fait de la fantaisie. Oui, quand il s'agit de se réapproprier, on peut compter sur les auteurs français aussi pour tourner un peu au ridicule et en dérision l'héritage voilà, anglo-saxon et viril. Mais ça, nous en parlerons lors d'une autre émission. Maintenant, on peut peut-être se diriger vers peut-être les nouveaux auteurs français pour bientôt en arriver. Attention à Jean-Philippe Jaworski, cette nouvelle scène. Parmi les nouveaux auteurs français, il serait dommage de passer à côté du grand compère de Catherine Dufour, à savoir Jérôme Noiret, qui a donné chez Nestivnen, justement, il y a quelques années, une très belle trilogie qui s'appelle Féerie pour les ténèbres. Jérôme Noiret est parti du principe que l'immense majorité de la fantaisie étant d'inspiration arthurienne à l'heure actuelle, il est dommage de se passer de tout l'imaginaire médiéval populaire, c'est-à-dire les vraies histoires que les vrais gens se racontaient autour du feu quand ils avaient fini de ramasser leurs patates et avant que le seigneur local ne passe leur taper sur la tête pour ramasser la gabelle. Donc il s'inscrit dans une tradition littéraire qui a donné essentiellement Rabelais par exemple, ou le Grand Guignol au 19e, ou toute cette littérature parodique et jubilatoire. Dans son monde secondaire, Noiret fait du fantastique, c'est-à-dire qu'il utilise la fantaisie pour faire du fantastique. Et l'élément irrationnel qui va arriver dans ce monde de fantaisie, eh bien, ce sont des incursions de notre monde à nous.
Les gens appellent ça la technol. Il se trouve que le cultivateur local voit pousser dans son champ de betterave une station-service. Ou qu'en face de la fenêtre de la princesse va surgir une barre de HLM. Ou ou une décharge de pneus à la sortie de la ville. Enfin, petit à petit, les gens de ce monde vont apprendre à vivre avec ces choses-là. Ils vont apprendre à vivre avec la technole, ils vont apprendre à utiliser les vieilles piles qui ont encore un peu d'électricité, à se dire qu'avec le plastique, on peut faire des choses fantastiques, etc. L'histoire sera celle d'un inspecteur, enfin d'un policier, qui, trouvant le corps de la fille d'un notable de la ville allongée sur le pavé, va se rendre compte qu'elle est infestée de technol, c'est-à-dire elle a les rotules en plastique, elle a des yeux en verre, elle a des dents en ivoire. Enfin, visiblement, les choses commencent à se dérégler à l'intérieur même des gens. Et à partir de là, la question va être de savoir qu'est-ce que c'est que ces incursions d'un monde étrange, qu'est-ce qui se passe vraiment, et jusque dans quelle profondeur il va falloir descendre pour comprendre le pourquoi de la chose. Très bien. Vraiment quelque chose d'original. On retrouve l'humour. On retrouve beaucoup d'humour. C'est toujours très drôle dès que ça devient cruel. Oui, c'est exactement ça. C'est très drôle et très cruel, et c'est vraiment délicieux. Voilà, c'est beaucoup moins drôle quand il va commencer à tripatouiller la psychologie de ses personnages, parce qu'il n'a vraiment aucune tendresse pour ses personnages, et là, c'est pas drôle. C'est vraiment une œuvre à découvrir. Qui sera, je pense, qui est toujours disponible chez Nestivnen à l'heure actuelle et qui, je crois, sera réédité en fin d'année chez le Bélial. D'accord. Donc, pour mieux connaître l'œuvre de Jean-Philippe Jaworski, vous allez nous faire une lecture un extrait, une nouvelle Un extrait. Tiré d'une nouvelle qui n'est pas très connue, Comment Blandin fut perdu, qui est une nouvelle qui fait partie en fait de la troisième édition de Janua Vera. Et c'est donc une nouvelle qu'on trouve seulement dans l'édition des Moutons électriques. Très bien, on vous écoute. Il lui fallut presque une journée pour gagner les lisières. Il dépassait des fourrés, des taillis serrés comme des faisceaux de piques, des breuils dont l'humus avait été retourné par de puissantes hures. Mais les bois se dérobaient, toujours plus hauts et plus sombres, ramassés comme une nuée qui concentre des promesses d'orage. La lumière baissait quand Blandin parvint à l'orée. Les frondaisons penchaient au-dessus du garçon comme des géants malveillants, chuchotaient en lents frisolis des avertissements hostiles. Sans hésiter, Blandin se jeta dans la ramée. Il versa dans une futaie obscure, saturée de présences diffuses, d'échos caverneux, de ronciers agressifs. Sa première nuit dans ce bois fut interminable et misérable. La brume remontée du sol le perçait jusqu'aux os. L'obscurité pesait avec une noirceur de tombe. La moindre rumeur y faisait courir des échos de nécropole. Car cette forêt ténébreuse était tout sauf silencieuse. Le vent venu des landes grises parcourait les feuillages en litanie grondeuse. Les branches grinçaient avec des accents de vieillard. Et de loin en loin, la futaie résonnait de vie animale. Une bête énorme, en particulier, maraudait à quelque distance du garçon. Elle ne s'approchait guère, mais paraissait tourner autour de lui. Il percevait la percussion lente de sabots massifs, les craquements de taillis et de gaulis sous la poussée d'un corps épais, et parfois le ronflement d'un soufflet de forge. Il se représentait un destrier énorme, mené par un cavalier muet, ou un cerf barbu aux andouillés vastes comme un bosquet. Malgré le froid cru, malgré la peur, Blandin sombrait par à-coups dans une somnolence épuisée. Un rêve inquiétant le tourmentait alors. Quelque part dans le noir, des yeux verts le scrutaient, plissés de malignité. Merci pour cette lecture, Jean-Philippe Jaworski.
Comment le libraire de Sorams présente Gagner la guerre et Januavera? Démonstration en direct de conseil de libraire. Qu'est-ce que c'est que Gagner la guerre et Januavera? Alors, je pense déjà qu'il est dommage de lire Gagner la guerre sans avoir lu Januavera, même si c'est tout à fait faisable, on n'est pas perdu et on se trouve dans un roman qui est vraiment complet et tout à fait compréhensible. Januavera, c'est en une série de petites nouvelles le portrait de la construction politique du royaume dans lequel de la République dans laquelle va se dérouler Gagner la guerre. Jean-Philippe Jaworski s'amuse beaucoup à donner déjà des nouvelles de tons différents, c'est-à-dire il y a des nouvelles fantastiques, il y a des nouvelles humoristiques, policières, historiques, romantiques, il y a vraiment de tout. Et à travers, donc sur les traces de ces nouvelles, on va avoir un portrait vraiment complet d'un monde secondaire, d'un des mondes secondaires chers à la fantaisie, mais d'un monde qui emprunte vraiment beaucoup à l'histoire. La preuve en est que Gagner la guerre, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire d'un ancien assassin qui s'est mis au service d'un des puissant politicien local, et il s'aperçoit que maintenant qu'il a mis le doigt dans les rouages de la politique, s'il ne l'enlève pas très vite, il va finir par se faire complètement broyer. Dans cette ville de Ciudadela, qui est ce que pourrait être le croisement de Venise à l'époque de la Renaissance, Venise pour le côté économique, et de Florence pour la conception très particulière que ces gens-là avaient de la politique. Et ce brave homme qui s'appelle Benvenuto Gesufal a pour lui un atout majeur, c'est qu'il n'a strictement aucune morale et aucune éthique, si ce n'est la sauvegarde de sa propre pomme. Et c'est lui qui vous raconte tout ça à la première personne, avec une langue jubilatoire, une verve absolument extraordinaire et beaucoup d'humour. Bon, là je crois qu'on peut difficilement dire mieux. Donc d'emblée, on a donc un décor plus proche des univers italiens. On a une langue, on a l'histoire, on a beaucoup d'éléments qui sortent un petit peu de l'héritage de la fantaisie. Alors Jean-Philippe Jaworski, quelle est cette fantaisie française ou comment l'écrivez-vous ? Je prétends pas être représentatif de la fantaisie française. La mienne de fantaisie, elle est influencée par les auteurs anglo-saxons, c'est certain, en particulier par Tolkien, parce que Tolkien a lui aussi un rapport avec l'histoire, même s'il est peut-être moins perceptible chez lui que chez d'autres auteurs. Et puis, j'ai aussi un goût pour l'histoire assez net qui perce dans ses bouquins. Il y a un troisième volet, Olivier en parlait tout à l'heure, à mon inspiration, je suis un rôliste assumé. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup d'auteurs français actuels qui sont passés par le jeu de rôle. Certains sont des repentis. On peut être repenti. Certains sont des repentis. On sera sauvés alors. Voilà. D'autres sont récidivistes. Oui. Allez, moi, je fais partie des récidivistes. Donc, oui, puisqu'en plus, vous avez écrit... Voilà, oui. Voilà, j'ai été très loin dans l'abjection. Donc vous ne reniez pas cet héritage anglo-saxon, au contraire. Ma fantaisie, elle est à la convergence de ces... Bon, on peut y ajouter une petite influence littéraire, mais elle est vraiment à la convergence des influences de la fantaisie anglo-saxonne, du jeu de rôle et de l'histoire. Oui, et donc ces éléments-là, on les trouve surtout peut-être au niveau de la magie, même si elle est pas extrêmement présente, mais quand même, dès le début, on sait qu'on est dans un univers magique, les élémentaux, ces aspects-là. Et après, je pense au niveau de la psychologie des personnages. C'est vrai que le jeu de rôle est peut-être un univers de perfidie qui nous entraîne bien loin, comme l'a fait Noiret, pour camper des personnages qui ont une absence de morale totale. Alors, c'est vrai que pour ce qui est de la magie, c'est vraiment à la croisée entre une inspiration de jeu de rôle et une inspiration historique. Le jeu de rôle use et abuse de la magie, mais j'ai voulu m'écarter des sorts les plus tarazimboumants qu'on peut trouver dans les dragons. J'ai voulu mettre de la magie, mais j'ai voulu revenir à une magie historicisante. Et donc, je me suis renseigné sur les rituels, les croyances, les pratiques magiques bien réelles. Très naturelle, cette magie. Oui.
Alors, j'en suis flatté qu'elle apparaisse comme telle. Hein. Donc, j'ai été pioché dans des pratiques qui sont des pratiques de l'Antiquité, des pratiques, par exemple, les tablettes de Défixio. On a un sorcier à un moment donné qui grave une tablette en plomb et qui la badigeonne du sang de la personne qu'il cherche à protéger. Ça vient des pratiques gallo-romaines, puisque l'archéologie en exhume un certain nombre. Donc, je me suis efforcé d'aller chercher dans l'histoire des matériaux qui ensuite pouvaient être mis au service du merveilleux, propre à la fantaisie. Et oui, c'est vrai qu'il peut y avoir une petite frustration au départ, parce qu'effectivement, le roman s'ouvre, on a d'emblée un magicien, et ça y est, on s'attend aux scènes abracadabrantes ou autres. Et d'emblée, justement, vous prenez le contre-pied, parce que c'est ça, en fait, qui est intéressant dans vos romans, c'est-à-dire qu'on arrive dans une action un peu fracassante, on est à bord d'un vaisseau, il va y avoir un abordage, la magie rentre en jeu. Et finalement, comme le roman s'appelle « Gagner la guerre », d'emblée, on va basculer. Et au lieu d'imaginer peut-être des combats à répétition, un univers guerrier, on reste dans un univers belliqueux, mais diplomatique. Beaucoup plus. Donc là, est-ce que... là, c'est les autres influences, sûrement, qui ne viennent pas de la fantaisie, j'imagine, qui opèrent chez vous. Il y a un peu des deux, en fait. Il y a d'une part le fait que dans un certain nombre de romans de fantaisie, Le Seigneur des Anneaux y compris, le roman est souvent construit pour mener à une bataille finale, qui est une acmé. Donc, on va attendre tout au long du roman. Et moi, je me suis dit, on va commencer par ça. Et puis ensuite, on va continuer par autre chose. Alors, on attaque le Mordor, et après, on ramène l'anneau. Et chez Tolkien, d'ailleurs, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est ce qui suit la victoire, en fait. Ce que son ami Lewis appelait la coda, c'est-à-dire le retour à une autre vie que celle de l'épopée. Donc j'avais d'une part ça en tête, détourner en quelque sorte les lois du genre, et puis oui, il y avait des influences qui étaient littéraires. Il y a un roman dont je ne cache pas que je l'admire beaucoup, qui est un roman littéraire, mais à mon avis qui est aux franges de la fantaisie, qui est un roman de Julien Gracq, qui est Le Rivage des Syrtes. Oui. Dans Le Rivage des Syrtes aussi, il y a une guerre à laquelle on n'assiste pas. Et quand Gracq se lance dans ce roman, sa première idée, c'est de mettre en scène une bataille navale. Finalement, dans le roman, la bataille navale, on ne la verra jamais. On en devine l'impact. Elle aura lieu après l'action du roman, en fait, mais on ne la voit jamais. Et j'avais cette idée-là aussi, que tout soit articulé autour d'un événement fondateur, central, qu'on ne voit pas. Puisque la première bataille qui ouvre le roman, en fait, a déjà lieu après que le gros se soit déroulé. Et la guerre est gagnée. La guerre est gagnée, voilà. Oui. La guerre est gagnée. Ou elle semble gagner, en tout cas. On va pas détruire tout le rouage du roman, mais c'est vrai que pour peut-être un lecteur qui serait habitué à ce qu'on appelle les page-turners, là on tourne, on va être soufflé. Là, on sent déjà que vous avez travaillé sur la frustration. Vous attaquez par le combat, on rentre après dans des stratégies diplomatiques. Il y a une écriture aussi qui est quand même assez différente, même plus que différente. Là, la lectrice et libraire, je pense qu'Olivier Lejean ne me contredira pas, c'est un genre, la fantaisie, où soit l'auteur fait l'économie de la qualité d'écriture, soit la met de côté. En tout cas, ce n'est pas la dominante. Et là, on arrive d'emblée dans un ouvrage littéraire, à proprement parler. Et vos références, justement, qui sont aussi extérieures, il y a évidemment pas que les références qui comptent, il y a l'auteur que vous êtes, mais vous prenez un temps important, que ce soit dans la description, l'installation, à rendre vraisemblable, et vraiment il y a un équilibre dans l'écriture qui peut aussi troubler, perturber au premier abord. C'était une volonté importante par rapport à vos lectures, par rapport à votre goût? Oui, c'était délibéré. Je cherche l'émotion esthétique dans la lecture. Et je voulais le travailler dans le cadre de ce roman et dans le cadre des nouvelles. Donc c'était délibéré, effectivement. Et puis j'y prends un très très grand plaisir, que ce soit un travail qui soit immédiatement perceptible au lecteur, même qui puisse parfois paraître peut-être rebutant, parce que la langue est travaillée, ou que ce soit un travail même qui est de l'ordre du jeu littéraire, qui ne sera perceptible qu'à certains lecteurs. Et ça m'amuse beaucoup aussi. Et en fait, j'essaie, là encore, il y a une relation entre littérature et jeu, à mon sens. La littérature, quand elle est travaillée, peut en soi devenir un jeu. Oui, il y a tout un échange entre les assassins, justement, qui ont leur langue, leur code, et pour lesquels, moi, j'ai rien compris, mais je crois que c'était bien la finalité, ou bien
il faut faire du jeu de rôle avec vous quelques soirées. J'ai pas été initiée, mais effectivement, il y a un vrai jeu de la langue. Et voilà, ce qui est important, c'est que pour pas faire peur au lecteur et pour qu'il attaque Gagner la guerre, un beau roman de 1000 pages, c'est vrai qu'il y a ce temps de l'installation. On est sur un rythme qui est différent. Par contre, c'est vrai que le côté ludique, le jeu dans la langue, mais pas seulement, le jeu sur la psychologie des personnages, pour rebondir encore sur Noiret, sur la noirceur, pour revenir un petit peu sur le jeu de la frustration. Moi, je vais être très claire, Jean-Philippe Jaworski, je vous trouve un petit peu vicieux avec le lecteur, hein, parce que il faut... Alors, Gagner la guerre, j'inviterai tout le monde à ne pas le lire le matin à jeun. Voilà. Il y a des grandes scènes de chirurgie. Il y a aussi toute la psychologie des personnages qui sont complètement retors, qui sont complètement sombres, qui n'ont peur de rien, plein de perfidie. Alors on prend un plaisir complet à lire ces personnages qui vont être dans des jeux de dupes. Et vraiment, là, on se fait embarquer quand on a passé toutes les scènes de Walker. Hein. Voilà. Donc il y a une bonne alternance là-dessus. Vous vous êtes bien amusé. Ah oui, je me suis énormément amusé avec ce texte-là et avec ces personnages, même si parfois j'ai un peu honte de ce qu'a écrit le narrateur, hein, parce qu'il y a des horreurs dans ce qu'il a pu écrire qui sont abominables. Bravo pour la déresponsabilisation. Voilà, donc c'est la faute au narrateur, on est d'accord. C'est pas moi qui raconte, c'est lui. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. On sait bien qu'il y a des personnages qui prennent vie tout seuls et que l'auteur n'y est plus pour rien. Oui, c'est voilà. exactement ça. Et du reste, il a failli me posséder un peu. Il y a eu pendant quelques temps... J'ai eu une tendance assez grave à... disons que j'étais proche du syndrome de Tourette. Très bien. Le narrateur avait tendance à ressurgir spontanément aussi dans ma conversation. Et le narrateur dit quand même de très belles horreurs. Hein. Oui, oui. Donc il a une langue riche, mais pas seulement châtiée. Bon, l'avoir fréquenté effectivement pendant environ un millier de pages, ça m'a poussé aussi à récupérer une partie de son vocabulaire. Et cette noirceur, finalement, qui... Moi, je la trouve plus présente quand même hors des romans anglo-saxons. Hein. Je pense que chez les Français, on est capable d'aller beaucoup plus loin et dans la perfidie et sortir du manichéisme. Vraiment, c'était un point important aussi dans la construction psychologique. Alors, la noirceur des personnages, elle vient quand même du sujet du roman, puisque mon objectif, c'était d'écrire un roman machiavélique en respectant la pensée de Nicolas Machiavel. Et comme Machiavel note, l'homme est naturellement mauvais, voilà. Du coup, mes personnages étaient naturellement mauvais. Voilà. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai brodé. Hein. Mais c'est vraiment lié au sujet. Ça ne veut pas dire que tous les personnages que je mettrais en scène seraient des raclures aussi achevées que la brochette de truand qu'on trouve dans Gagner la guerre. Oui, mais il y avait aussi, vous m'en aviez parlé avant l'émission, l'inspiration élisabéthaine. Oui, tout à fait. Au-delà de Machiavel, là aussi, on est quand même... J'avais deux personnages élisabéthains en tête, en donnant la parole à Benvenuto et en mettant en scène son patron. C'était Richard III et c'était Iago dans Othello. Hein. Ce sont des personnages, ce sont des monstres très humains, ce sont des monstres complètement. Qui cabotinent. Et cet aspect du cabotinage dans le mal, vous voyez quelle enflure je suis, comme c'est drôle ce que je vais faire. C'était ce que j'avais en tête pour mettre en scène Benvenuto et le Podesta. Oui. Donc, rappelons pour ceux qui n'ont jamais lu Shakespeare que Roméo et Juliette est plein de sensibilité, mais c'est quand même du grand art dans le sanguinolent. En deux mots, hein, Richard III, c'est l'histoire du duc de Gloucester qui tue tout le monde dans sa famille pour parvenir au pouvoir et à la fin qui se fait massacrer, bien sûr, par les survivants. Quant à Iago, c'est l'ordure qui va pousser Othello à étrangler sa femme alors, en lui laissant entendre que sa femme Desdémone est infidèle alors qu'en fait elle est amoureuse de son mari. Oui, mais voilà, ce sont des stratégies tout à fait efficaces. Hein. Autant en venir à éradiquer toute la famille, on aura au moins le pouvoir. C'est ça qui est intéressant. Mais l'autre rattachement est peut-être l'un des derniers aspects, parce que je sais qu'on a plein de choses à dire. Mais voilà, il faut être concis. Avant d'aller vous lire finalement et de ne pas tout dire, il y a quand même l'équilibre aussi avec la place du roman historique. Parce que très clairement, donc vous êtes engagé sur la fantaisie,
vous auriez pu gagner beaucoup plus d'argent, Jean-Philippe Javorski, et faire des romans historiques. Peut-être, au lieu de partir dans ce terrain-là, on est vraiment dans un univers vraisemblable. Vous avez tissé un travail de fond, voilà, je disais sur les descriptions, mais même médical, historique, la flibusterie, tous ces éléments-là. Et vous pourriez faire une chronique d'une période sans vouloir chercher la fantaisie. Donc, la place du roman historique dans Gagner la guerre. Alors, déjà pour moi, Gagner la guerre, en fait, c'est du roman d'évasion. Et le roman d'évasion, il est à la croisée de différents courants, du roman historique ou de la fantaisie et d'autres types de romans, le roman d'aventure aussi. Pourquoi la fantaisie ? Sans doute parce que ça m'offre une grande liberté. Et pourquoi aller puiser un certain nombre de sources historiques ? Parce que moi j'ai en tête le fait que la fantaisie offre un monde secondaire et que l'histoire nous donne un matériau extrêmement riche, extrêmement cohérent. Et puis je veux aussi créer un effet, une chambre d'écho en fait chez le lecteur. Il faut que ce monde secondaire lui soit familier. Juste avant l'émission, on parlait des noms en fantaisie. Oui. Par exemple, je mets une sorte de point d'honneur à ce que mes noms soient signifiants pour 95% d'entre eux. Parce que le nom a un sens et le nom va donc être soit un jeu de mots, soit renvoyer à une référence. Benvenuto, c'est le cas. Bon, bien sûr, Benvenuto, son prénom est une antiphrase. C'est vraiment le type qui n'est pas le bienvenu chez vous. Mais son patronyme, Jésuphal, il est tiré de Victor Hugo, il est tiré du pont de Crassus. Donc, il y a une signification, puisque Jésuphal est une espèce de monstre abject qui met des villes du sud, des Pyrénées à feu et à sang au milieu du Moyen-Âge. Donc, j'aime bien aller chercher des références soit transparentes, soit plus obscures, pour que le lecteur ait le sentiment d'être en terrain familier. Et l'histoire, là, elle va créer ses échos. Il y a une chose qui joue beaucoup, parce que là, on parle essentiellement des références historiques extérieures. Oui. Gagner la guerre et Januavera se déroulent dans un monde entièrement construit, très cohérent, qui a sa propre histoire, et ça se sent énormément à la lecture. Alors, on imagine bien que ça vient essentiellement de vos référents historiques, de vos intérêts. On va rappeler vite fait quand même que les 2 jeux de rôle que vous avez écrits sont consacrés l'un aux guerres de religion et l'autre aux terres du milieu de Tolkien. On sent un arrière-plan historique créé qui a vraiment de l'ampleur. C'est la même chose chez Tolkien. Oui. On connaît le travail qu'il a fait sur son monde. On sent que là, il y a aussi un travail énorme et qui donne une cohérence en dehors des références historiques réelles. Oui, c'est la crédibilité. Oui, tout à fait. C'est la vraisemblance que j'essaie de travailler. Oui, autant voilà, dans des traits psychologiques appuyés et toute la construction donc, de ce décor. Donc, j'invite tout le monde à se ruer... Peut-être pas tous à Sorens à Montpellier, parce que ce ne sera peut-être pas la librairie la plus proche, mais pour découvrir Gagner la guerre, Januavera, qui sont d'emblée des ouvrages qui se démarquent même au sein de la fantaisie, je pense, aujourd'hui. Je ne sais pas si Olivier Legendre me contesterait ou pas. Se démarquer, ce sont de grands ouvrages, ça j'en suis convaincu. Exactement. Après, ils s'inscrivent dans une thématique historique qui est chère aux auteurs français. Hein. Il y a beaucoup d'auteurs français. Oui, je trouve aussi. Pour n'en citer rapidement que quelques-uns, il y a Thomas Day notamment, Hugo Bellagamba par exemple, son compère, qui travaille beaucoup sur la fantaisie historique. Voilà. On parlait de femmes auteurs. Hein. Il y a Justine Niegret dont le roman Chien du Haut, mais vraiment à la croisée entre fantaisie et roman historique. Hein. Donc il y a effectivement tout un courant au sein des auteurs français actuellement qui exploitent un matériau historique tout en faisant de la fantaisie. C'est un très très beau roman, Chien du Haume. C'est l'antithèse de Gagner la guerre, stylistiquement et thématiquement. C'est exactement l'inverse et c'est vraiment une très très belle expérience de lecture. Peut-être qu'on pourrait finir sur cet ouvrage, puisque tous les deux vous le présentez. De quoi ça parle? Ça parle d'une jeune femme qui a perdu son père quand elle avait 6 ans. Il est mort sous ses yeux. Tout ce qui lui reste de lui, c'est sa hache. Et elle vit dans une Europe... Quel héritage Très bel héritage. Une hache qui est d'une facture particulière. Elle vit dans une Europe médiévale. On imagine bien ça vers le 10e, 11e siècle. Enfin, ça n'est pas précisé. Et tout ce qu'elle trouve pour retrouver la trace de son père, c'est de se faire mercenaire
pour avoir une raison de parcourir le nord de l'Europe en long, en large et en travers à la recherche du forgeron qui a forgé la hache de son père. En fait, c'est une quête, mais c'est une quête d'identité. On est loin du Seigneur des Anneaux, on est loin de beaucoup d'ouvrages fondateurs en fantasy. Elle veut savoir qui elle est, elle veut connaître son nom, elle ne connaît pas son nom. Et c'est un pur produit de son époque, elle est rude, elle est violente, et elle va trouver finalement son identité là où elle ne l'attendait pas forcément. C'est une très très belle langue aussi, mais c'est vraiment l'antithèse, c'est râpeux, c'est rocailleux, c'est quelque chose d'assez saisissant. Donc pour conclure, je crois que la place est prise de la fantaisie française. On peut aller donner des leçons aux hommes poilus et virils qui portent des armures en peau de bête, comme Conan, avec des grandes épées. Donc je vais vous remercier à tous les deux, Olivier Legendre, que l'on retrouve à la librairie Sorams de Montpellier, et Jean-Philippe Jaworski, qui a trop fréquenté donc ces personnages. Donc on retrouvera au Mouton électrique, évidemment, à la maison d'édition qui lui a fait confiance, et aujourd'hui en Folio SF. Donc messieurs, nous allons continuer notre vol en direction des hypermondes. Je vous remercie de m'avoir accompagné dans mon cockpit, et je vous dis à très bientôt, chers auditeurs. Merci à vous, à bientôt. Merci, à bientôt. Oui.